Mesdames et messieurs, d'abord, grand merci pour votre présence dans cette actualité très, très dense. Nous sommes à la rentrée. Je ne sais pas d'ailleurs si on peut parler de rentrée, parce qu'il n'y a pas eu de pause pour un grand nombre. La période estivale n'a pas été celle du repos pour beaucoup, puisque nous avons été confrontés à ces terribles crises que traversent les secteurs de l'élevage. Je vous présente, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, Pascal Vinet, délégué général de Coop de France. J'avais eu l'occasion quand même de vous le présenter dès son arrivée. Et puis à mes côtés, Michel Krug, premier vice-président de Coop de France, président de Maïs Adour, entre autres, que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent. Alors, nous souhaitions cet après-midi évoquer avec vous, en cette période de rentrée, notre diagnostic sur la crise de l'élevage et nos recommandations. Vous dire quelques mots, puisque c'est un chantier important de notre maison, sur l'état d'avancement de nos relations et du dialogue que nous avons entrepris avec la grande distribution. Quelques mots aussi de notre campagne de communication qui entre dans sa troisième et dernière année contractuelle, puisque vous savez que nos coopératives se sont engagées pour 3 ans. Et puis enfin, vous confirmez que notre congrès se tiendra bien les 16 et 17 décembre, et vous en dire quels seront les principaux événements à cette occasion. Alors, sur les crises, on pourrait passer des heures à élaborer le diagnostic de ce à quoi nous sommes confrontés. Je vais essayer d'être synthétique, et puis je pense que le lieu est de répondre à vos questions. Je ne doute pas qu'elles soient nombreuses, compte tenu de tout ce qui s'est passé cet été. C'est une crise d'une immense gravité. On aurait pu s'interroger sur la réalité des difficultés. Tous les éléments sont là pour le démontrer. Nous constatons chez les éleveurs une très grave dégradation des trésoreries, une montée en puissance des encours chez les fournisseurs, et les coopératives le sont souvent. Nous étions au bureau ce matin, on n'a pas consolidé tout ça au niveau national, vous allez peut-être nous le reprocher, mais enfin toutes les coopératives, dans leur immense majorité, situent l'augmentation des encours au moins à 40% au cours des derniers mois. Donc c'est un critère d'évaluation de la détresse et des difficultés qui est bien présent. À cela s'est ajoutée une sécheresse qui frappe plusieurs régions. Je suis bien placé pour vous en parler, c'est le cas de ma région, la Lorraine. Et à cette gravité de la situation économique, je ne passerai pas sous silence un élément qui me paraît important et que révèle cette crise, c'est l'aspect identitaire. Je crois que c'est aussi une crise identitaire et que nos éleveurs, d'ailleurs ça s'est beaucoup révélé dans leur prise de parole dans les médias, ont confirmé combien leurs conditions de vie leur semblaient décalées du reste de la société. Je crois que c'est un élément qui explique aussi une partie de la colère, et combien ils ne supportaient plus que la valeur des produits agricoles soit ramenée à des tels niveaux. Vous avez pu entendre dans les manifestations, voir dans les slogans, combien de fois le prix de la bouteille de lait était comparé à celui de l'eau minérale. Je crois qu'il y a vraiment, et je l'entends chaque jour en les rencontrant, chez les éleveurs, une profonde crise identitaire autour de cette notion. Le prix de ce que je produis ne vaut plus rien, et moins que tout. C'est terrible de faire ce constat. Dans les manifestations, vous voyez des slogans qui comparaient la hausse demandée sur le prix de viande convertie en cigarettes, en coût de cigarettes, enfin on a tout vu. Mais vraiment, les éleveurs sont en train de comparer, et les agriculteurs, le prix de leurs produits au reste des éléments de consommation de la vie courante, et ne comprennent plus, quoi. Alors, crise d'une immense gravité, je disais, où sont les racines du mal ?
nous sommes persuadés qu'il n'y a pas de mauvais diagnostic qui puisse déboucher sur de bons résultats. Or, j'insiste sur ce point, le diagnostic n'est pas partagé unanimement. C'est assez facile de le constater en vous lisant, en lisant les déclarations des uns et des autres. Le diagnostic de la crise n'est pas partagé unanimement. En effet, on entend beaucoup évoquer la contestation d'un soi-disant modèle agricole français. Quel modèle agricole français? De quel modèle parle-t-on? Du modèle breton? De celui du Massif central? De celui du bassin céréalier parisien? Quel modèle? Du modèle viticole languedocien? Attendez, il n'y a pas de modèle agricole français. Il y a une agriculture qui a une force extraordinaire, c'est sa diversité. Donc, entendre que l'explication de la crise, le diagnostic puisse se faire sur la contestation d'un modèle, c'est déjà passer à côté des vrais problèmes qui frappent une grande partie de l'agriculture et de l'élevage. Ce qu'on entend aussi, c'est que, toujours dans l'analyse de ce diagnostic, c'est qu'au fond, tout ça, c'est quand même en grande partie la faute des industriels. J'ai entendu ça tout l'été, non? Ces horribles industriels, qui seraient les seuls à ne pas jouer le jeu. Cooper, Laïta, Sodial, ces coopératives qui ont oublié leurs origines et qu'elles étaient la propriété des paysans. À partir de slogans comme cela, effectivement, nous risquons de passer à côté des vraies solutions, des vrais remèdes. Donc, nous en appelons, nous, à un diagnostic objectif de la situation. Et quand j'entends dire que la situation de l'agriculture est telle qu'elle suppose un nouveau contrat avec la société, j'adhère à cet objectif. Nous le demandons à Coupe de France depuis longtemps. Nous participerons à son élaboration, mais on ne peut pas faire de nouveaux contrats avec la société qui ne reposent sur une analyse de la situation et sur un diagnostic partagé. Il faut que tout le monde se mette d'accord sur l'état des lieux. Il faut qu'on fasse la même photographie de la situation des agricultures françaises. Alors notre diagnostic à nous, à Coupe de France, il est en fait assez limpide. J'ai essayé de l'exprimer, le décrire autant que nous l'avons pu au cours de cet été. Mais en ces premiers jours de septembre, je le résumerai assez facilement. À Paris, nous sommes en face d'une crise de compétitivité. À Bruxelles, nous sommes en face d'une crise des prix et des marchés. À Paris, nous sommes en face d'une crise de compétitivité. À Bruxelles, nous sommes en face d'une crise des prix. Et c'est important de bien discerner ces deux situations et ces deux enjeux. Je m'explique. À Paris, en France, l'agriculture souffre d'un fort déficit de compétitivité. Qu'est-ce qui nous permet de le dire? Tout simplement la simple comparaison avec beaucoup d'autres pays européens. Nos coûts de production, qui est l'un des facteurs de compétitivité, sont plus élevés en France que dans d'autres pays européens concurrents. Et quand je dis nos coûts de production, ce sont ceux des agriculteurs et ceux des industriels que nous représentons. Je vais lister quelques éléments de ce manque de compétitivité. Nous sommes confrontés à des pays, l'Allemagne entre autres, qui ont toujours recours à la main-d'œuvre détachée, qui permet donc de supporter que les charges du pays d'origine des salariés concernés. Et quoi qu'en dise le ministre, quoi qu'il ait annoncé à sa conférence de presse du mois de juillet, et quelles que soient les conclusions qui lui aient été remises dans ce fameux rapport qu'il a commandé pour étudier le cas de l'Allemagne. Nous savons, et c'est le cas dans les coopératives allemandes, que le SMIC n'est pas en cours d'instauration, ce n'est pas vrai, que les accords de branche ne sont pas encore finalisés et que les pratiques de distorsion de concurrence sur l'utilisation de la main-d'œuvre sont toujours réelles. On n'y peut rien, c'est comme ça. C'est comme ça. Toute la notion de prélèvement et de fiscalité.
complètement inapproprié, inadapté, s'agissant des agriculteurs. La plupart des agriculteurs sont dans des filières qui sont confrontées à la volatilité. J'y reviendrai. Vous savez ce que peut avoir pour conséquence cette volatilité? Ben, c'est une variabilité très forte des revenus. Et lorsque l'agriculteur a la chance de réaliser une bonne année, la fiscalité s'applique, comme elle s'est toujours appliquée, sauf que 6 mois après, les cours se sont effondrés et qu'ils se trouvent en difficulté. Donc nous avons une fiscalité qui a été inventée à une époque où les choses étaient stables et qui aujourd'hui n'est plus du tout adaptée à la vie de l'entreprise agricole qui, face à cette volatilité, doit permettre de recourir à des provisions. Plus on permettra aux agriculteurs de provisionner, comme toute entreprise peut le faire. Moi, je suis président d'une coopérative. Chaque année, devant le conseil d'administration, avec l'aval de nos commissaires aux comptes, nous passons des provisions pour risques commerciaux, nous passons des provisions pour risques d'impayés, et dans une exploitation agricole, vous ne provisionnez rien du tout. Vous avez une espèce de DPA ou de DPI qui change d'ailleurs tous les ans en fonction de l'humeur des ministres et des législateurs, et qui est d'une complexité redoutable, et en tout cas qui ne permet pas aux agriculteurs de thésauriser pour se prémunir des difficultés que les marchés ont maintenant structurellement installées dans le cycle de vie de l'entreprise agricole. Prélèvement en fiscalité des entreprises coopératives et des entreprises tout court, mais aussi des entreprises coopératives. Le président de COP de France Déshydratation vient de mener une étude auprès de 4 coopératives de son secteur pour voir quelle a été l'évolution des prélèvements au cours de ces dernières années. Toutes taxes confondues, y compris la taxe à l'essieu, etc. Toutes taxes confondues. C'est une hausse, je lui ai demandé qu'il nous mette à disposition cette étude, faramineuse des prélèvements qui a été faite ces dernières années. Qui, là aussi, nous handicape par rapport à nos concurrents européens. La réglementation, tout le débat sur les normes, la surinterprétation franco-française, l'empilement, l'incohérence de ces réglementations apparaissent comme de véritables fardeaux pour les entreprises, agriculteurs et entreprises industrielles et coopératives. C'est ce qui explique notamment le retard de modernisation que l'élevage français a pris. Oui, le secteur porcin, le secteur bovin, est en retard de modernisation au niveau des exploitants agricoles, comme au niveau des industries. Encore une fois, en comparaison de nos concurrents européens. Pourquoi y a-t-il retard de modernisation? Est-ce que vous savez les contraintes d'un producteur de bovins, de lait, de porc plus encore, auquel il est confronté lorsqu'il veut moderniser son bâtiment d'élevage qui est vieillissant? Pensez-vous qu'un producteur imagine moderniser son bâtiment d'élevage sans en même temps espérer pouvoir en augmenter sa capacité de production? Mais non, ça n'existe pas. J'ai 100 truies, mon bâtiment est vieillissant, je dois le moderniser, j'espère pouvoir en faire 120 ou 150 ou 200. La réglementation depuis des années, c'est pas d'aujourd'hui, a empêché cette évolution, a découragé les producteurs à se lancer dans ce genre de démarche. Et bien c'est pareil dans le secteur, dans beaucoup de secteurs d'élevage, donc nous avons pris un vrai retard dans la modernisation. Nous avons, toujours sur les problématiques de compétitivité, délaissé le créneau de la moyenne gamme. La France a une image gastronomique exceptionnelle dans le monde. Avec tous les produits que vous connaissez, ses signes d'origine, Michel Truc connaît tout ça mieux que moi, puis en plus sa coopérative est championne dans la matière, avec son foie gras, son saumon, son caviar, ses poulets AOC, etc. Mais le Français, et c'était le cas pour nous à midi, et c'est le cas tous les jours, ne mange pas ces produits-là 4 fois par jour. Il en mange au mieux 1 fois dans la semaine, quand il a des amis à la maison, ou quand il y a une petite fête. Tout le reste de la consommation
c'est une consommation de produits sains, mais pour lesquels on demande quand même du prix. Or, nous avons délaissé toute cette consommation courante pour, à juste titre, nous faire tous nos efforts sur le haut de gamme, mais du coup, nous avons été concurrencés et perdu des parts de marché sur la consommation courante au profit de nos amis allemands, alors qu'ils se sont engouffrés là-dedans d'une façon incroyable, puisque vous savez que nous constatons dans toute la restauration collective, ce qui nous amène à demander de réviser les appels d'offres, que ma foi, les cantines trouvent de la viande bovine, du poulet, etc., moins cher sur le marché européen que chez nous en France. C'est absolument incroyable. Et je pourrais aller plus loin dans ce domaine. Enfin, nous n'avons pas pris à bras le corps, comme de France le réclame depuis très longtemps, la problématique de l'étiquetage. Il n'est pas admissible qu'aujourd'hui encore, Erta, Madrange, Fleury-Michon puissent vous proposer du jambon blanc, de la charcuterie, des plats cuisinés, sans dire la provenance des produits. Ce n'est plus acceptable. Alors on nous dit, oui, mais c'est du ressort européen. Oui, c'est vrai, c'est du ressort européen. Sauf que beaucoup de pays en Europe ont réussi à mentionner auprès de leurs consommateurs une garantie d'origine du pays. On parle souvent de QS pour la production porcine, entre autres en Allemagne. Voilà, ils y sont arrivés. Les Allemands savent que quand ils voient QS, leur jambon blanc est issu de cochons allemands. Nous, en France, impossible. Et je crois que c'est aussi un des éléments dans les facteurs de compétitivité à prendre en compte sur ce décalage que nous avons avec nos voisins. Et puis enfin, je voudrais vous dire que, bien évidemment, dans les filières d'élevage aussi, il y a une insuffisance de structuration des filières. Ça, c'est pas la faute au pouvoir public. C'est pas la faute à Bruxelles, c'est pas la faute au ministre. C'est de notre responsabilité. Et nous espérons que cette crise aura au moins le mérite de réouvrir cette réflexion de la nécessité de mieux structurer nos filières, de mieux organiser l'offre. Mais l'offre en soi, ça ne suffit pas. Concentrer l'offre ne vaut qu'à condition qu'on ait une démarche de filière et qu'on sache, avec les maillons de la chaîne alimentaire, nouer une intimité dans les relations. Et ce n'est pas, pour y revenir, reconnaissons-le, ce qu'offre le cadran, pour prendre l'exemple de la filière porcine. Alors je disais à Paris, crise des charges. À Bruxelles, crise des prix. Oui. Comment pouvons-nous espérer stopper cette baisse des prix et espérer même ce qu'on souhaite en France, c'est-à-dire un niveau de prix qui corresponde mieux au coût de production? Eh bien, c'est en obtenant l'intervention de Bruxelles. Bruxelles a très mal évalué les conséquences de l'embargo russe. Très très mal. Bien sûr que les marchés sont encombrés au niveau international. Mais la gravité de cette crise et son ampleur s'explique d'abord par les conséquences de l'embargo russe qui sont venues en rajouter aux difficultés. Vraiment. Et ça n'a pas été bien évalué par Bruxelles. Bruxelles a démontré une absence totale de réactivité pour déclencher les instruments de gestion de crise qui existent encore. Il n'y en a plus beaucoup, mais il y en existe encore. Or, c'est par là et seulement par là, qu'on peut espérer mettre un frein à cette dégringolade des prix et même obtenir des hausses. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce qui s'est passé cet été? Se mobiliser comme tous les acteurs l'ont fait, y compris la coopération, pour que nous ayons un prix du porc à 1,40 €. C'est nécessaire pour sauver les producteurs qui, sans cela, ils sont déjà nombreux à l'être, mais auraient déposé le bilan, etc. Bon. Donc on ne peut qu'adhérer à cet objectif. Mais enfin, est-ce que cet objectif est tenable en France, alors que,
à quelques centaines de kilomètres, des pays sont 25, 30, 35 centimes moins chers. C'est pas tenable. On est sur un marché unique, européen, avec la libre circulation des marchandises. Comment voulez-vous que nous respections un objectif de 340 € la tonne de lait si, à côté, nos voisins, moins chers, en profitent pour nous prendre nos parts de marché? Comment voulez-vous que dans la filière bovine, on puisse, comme on a essayé de le faire, obtenir 20 centimes de hausse des cours par semaine ou par quinzaine pour essayer de couvrir le coût de production, si, encore une fois, les mêmes, nos voisins européens, font des offres encore à 20, 25, 30 centimes moins chères? C'est impossible. Impossible. Alors bon, on fait tout ce qu'on peut sur le marché intérieur pour tenir cet objectif. Et quand Carrefour, Leclerc, Agro-Mousquetaires et d'autres acceptent de mieux valoriser, comme ils l'ont fait, je salue leur comportement, j'en dirai un mot, de mieux valoriser les produits, on le répercute à nos adhérents, mais ça n'est qu'une partie de nos débouchés. Je l'ai dit tout au long de cet été, Cooperl exporte 35% du volume de ses adhérents. C'est ni plus ni moins que l'exportation totale de la filière. La filière porc française exporte 35% de sa production. Donc Cooperl est dans la norme, hein, on pourrait dire, oh, mais Cooperl ne pense qu'à exporter. Non, elle est dans la norme de la filière française. Comment voulez-vous que Cooperl répercute à l'export ce prix franco-français d'1,40 €? C'est impossible, sauf à accumuler 2 fois par semaine, chaque fois que je tiens le cadran, des pertes abyssales. Et l'AITA, et Sodial, et les autres coopératives, et les autres industriels, parce qu'il n'y a pas que les coopératives, qui sont sur les débouchés de l'exportation, connaissent les mêmes difficultés. Comment voulez-vous appliquer le 340 € au beurre poudre? Attendez, vous êtes sur un marché de commodités mondiales, etc. Donc, il n'y a que l'intervention de Bruxelles qui puisse permettre de dégager l'encombrement du marché par du stockage, par des aides à l'export sous forme de promotion, de restitution, pourquoi pas? Enfin, qui nous interdit de mettre des restitutions à titre exceptionnel en place pour accompagner de l'exportation dans des pays qui en demandent? Rien ne l'interdit, c'est encore dans les textes. Le cycle de Doha, on sait ce qu'il est devenu, hein. Bon, quand même. On s'était engagé à supprimer nos restitutions dans les négociations internationales à Doha. Personne d'autre que nous n'a fait d'effort. Doha est resté lettre morte. Les restitutions sont toujours prévues dans les textes. Pourquoi ne pas actionner un peu de restitution de façon transitoire sur des pays demandeurs pour aider à dégager, il faut employer le mot, le marché et lui redonner un peu d'oxygène. Et là, on fera remonter les prix. Là, on le fera remonter. Et on le fera remonter pour les Allemands comme pour les Français. Voilà. Sur un marché unique, c'est bien le mode de solution incontournable qu'il nous faut avoir. Alors voilà pour le diagnostic et ce que nous demandons à Paris et à Bruxelles. Que dire en un mot des réponses apportées? Bon, les mesures d'urgence annoncées par le gouvernement vont dans le bon sens, évidemment. Certains trouvent qu'elles sont insuffisantes. Je crois que c'est au vu de leur mise en œuvre qu'on pourra dire si ça suffit, s'il en manque, etc. L'année blanche qui a été retenue par le gouvernement est une mesure efficace, incontestablement, et il faut souhaiter qu'elle soit ouverte au plus grand nombre d'éleveurs et pas trop ciblée ou limitée. Donc les mesures d'urgence annoncées vont dans le bon sens pour la plupart. Sur un plan structurel, on reste un peu sur notre faim. En dehors du volet investissement que le Premier ministre a annoncé et qui nous va très bien, même si on demande à recevoir un peu plus, c'est-à-dire 1 milliard d'investissements par an sur 3 ans, en comptant la mobilisation des régions, etc. Oui, il y a une nécessité d'accompagner l'investissement par rapport à ce que j'évoquais, ce retard dans la modernisation, etc.
Mais on reste quand même sur le structurel, un peu sur notre faim. Il y a des choses que nous aurions aimé entendre et qui n'ont pas été suffisamment confirmées, notamment ce que j'évoquais dans les préoccupations de compétitivité, sur la fiscalité, sur les coûts sociaux, etc. Et puis il y a quand même, dans les annonces du Premier ministre, un point qui nous chagrine, et plus encore au lendemain du Conseil européen de Bruxelles, sur lequel je dirai un mot, c'est que le Premier ministre a commencé son intervention le 3 septembre en disant « Je demande au ministre de l'Agriculture qu'il maintienne la pression auprès des acteurs pour tenir les prix que nous souhaitons, 1,40 dans le port, 340 dans le... » Mais attendez, enfin, c'est prendre le risque d'affaiblir, pour ne pas dire de voir disparaître, certains acteurs de la transformation. Est-ce que cette absence de prise de conscience nous inquiète? Nous inquiète. Comment reporter la responsabilité que ne prend pas Bruxelles sur les acteurs économiques? Comment peut-on, avec autant de facilité, dire mais au fond tout ça, ça peut se solutionner si les industriels et la grande distribution le décident? Enfin, les bras vous entendent. Est-ce qu'il y a un secteur économique qui a eu recours à de telles méthodes? Est-ce que vous imaginez Carlos Ghosn arriver sur un plateau du 20h ou dans le bureau du Premier ministre et lui dire « Écoute, je suis en grosse difficulté, il faut que j'augmente le prix des voitures en France. » Mais tout le monde lui dirait « Mon pauvre, essaie d'être compétitif, meilleur que les Allemands, noue des alliances, segmente tes offres. » Voilà ce qu'on lui dirait. Et puis les Français diraient « Mais attends, Carlos Ghosn, il est cinglé. Il croit qu'on va accepter de payer une Renault plus chère qu'une Mercedes. » Bah non. Il faut qu'il soit compétitif. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça de dire aux acteurs économiques d'une filière, des filières agricoles, bah après tout, vous n'avez qu'à augmenter vos prix. Alors, en plus, moi, j'attends que ceux qui proposent ça, je pense notamment à la classe politique, aillent s'expliquer devant le consommateur. J'attends qu'ils le fassent. Parce que moi, je vis à la campagne, dans mes petits villages de province, à côté de ma ville de Verdun. Je côtoie des gens qui travaillent, des couples qui travaillent à deux, qui gagnent le SMIC ou un peu plus, qui ont des jeunes de 19-20 ans qui sont étudiants. Et je peux vous dire que quand ils vont faire leurs courses, s'ils ont décidé de dépenser 100 €, ils n'en dépenseront pas 110, parce qu'ils n'auront pas les moyens. Alors, quand même, cette légèreté avec laquelle on dit aux industriels, allez-y, faites passer des hausses, et c'est vous qui pouvez améliorer la situation, moi, je m'interroge quand même sur la façon dont ceux qui prônent ce discours iront s'expliquer quand il faudra parler du pouvoir d'achat ou de la reprise de la consommation. Alors, je ne m'attarde pas davantage sur tout ça, sauf à vous dire que nous allons donc poursuivre notre combat dans ce sens, la compétitivité à Paris, la gestion des marchés à Bruxelles. Le Conseil des ministres de lundi s'est tenu dans des conditions inqualifiables. C'est inqualifiable. Jamais nous n'aurions imaginé que la Commission prête si peu de cas à la crise agricole. Vraiment. Et on va poursuivre notre combat, notre action pour essayer de le convaincre. J'ai entendu hier le président de la Commission européenne, M. Juncker, tenir des propos un peu plus rassurants en disant que la crise était effectivement très grave. J'espère que le rendez-vous de Luxembourg la semaine prochaine révélera cette véritable prise de conscience et annoncera des mesures un peu plus en adéquation avec les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Enfin, pour ne pas allonger trop le débat et vous empêcher de poser des questions, j'évoquais donc la problématique, enfin le travail que nous engageons avec les enseignes de la distribution. Ça tombe bien, hein.
Il y a maintenant 18 mois que nous avons engagé ce travail. On nous a pris un peu pour des bisounours quand on a évoqué cette intention. Moi, j'ai parlé de notre volonté de construire un New Deal avec les distributeurs. Bien écoutez, les distributeurs sont en train d'évoluer. Et d'ailleurs, maintenant, nous sommes tout à fait prêts à leur dire chiche. Vous voyez bien. Vous voyez bien. Vous venez d'accepter de jouer un peu plus le jeu vis-à-vis des filières en difficulté. Ça veut dire quand même qu'on peut travailler sur d'autres bases. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons lancé des travaux avec plusieurs enseignes qui consistent à ce qu'elles puissent prendre en compte les spécificités coopératives dans les négociations commerciales. Alors bien évidemment, pas parce qu'on est sympathique et de bonne volonté, mais en leur apportant des vraies réponses qui peuvent être, qui peuvent avoir du sens auprès des consommateurs. Et on est persuadé qu'on a de vraies réponses à leur apporter. Et nous sentons pour l'instant une vraie mobilisation des enseignes autour des enjeux qu'on leur propose. Et nous aurons l'occasion de vous révéler le 23 septembre l'accord cadre que nous sommes en train de construire avec la FCD, à la veille, on le sait, de négociations qui vont bientôt s'ouvrir. Alors on ne va pas, du jour au lendemain, transformer le climat des négociations, mais pas à pas, nous essayons de construire des relations plus constructives et qui puissent à la fois mieux répondre aux attentes du consommateur qui sont en train de changer, mieux répondre à la demande des enseignes qui sont en train de réviser leur modèle et être apporteurs d'un peu plus de valeur ajoutée pour nos coopératives et leurs adhérents. L'autre point, c'est celui de la campagne de communication. Alors, brièvement, nous sommes en 3e et dernière année de l'engagement des coopératives dans le plan de communication. Plus de 600 coopératives engagées. Bien évidemment, notre volonté, c'est à l'issue de ces 3 ans, de repartir pour un nouveau contrat et 3 ans supplémentaires. Et nous allons donc faire évoluer cette année le déroulement de cette campagne pour mieux répondre aux attentes de nos coopératives et être un peu plus mobilisateur pour gagner la bataille de la deuxième campagne. En fait, l'inclinaison que nous donnons à cette campagne de communication, c'est une inclinaison vers le consommateur. Et c'est en lien avec le point précédent que j'évoquais. Si on veut que nos spécificités soient prises en compte dans le commerce alimentaire, il faut que le consommateur nous connaisse mieux. Donc on va s'adresser à lui. Et enfin, une campagne avec une autre inclinaison vers les régions et les territoires. Parce que c'est vrai que notre campagne est peut-être considérée un peu trop parisienne et qu'il faut que nos coopératives sur le terrain se l'approprient davantage. Donc, dans les outils de cette 3e année, nous aurons d'abord de nouveaux spots publicitaires à la télé, plus tournés vers le consommateur, et une mobilisation de la FQR, des médias régionaux, de façon à ce que les agriculteurs soient aussi un peu plus imprégnés et acteurs dans cette campagne. Enfin, 4e point, et dernier, nous tiendrons le congrès de COP de France le 16 et 17 décembre, et ce congrès sera un moment important dans la vie de notre fédération, puisqu'il révélera notre nouveau projet stratégique COP de France 2016-2020. On l'appellera autrement. En tout cas, c'est sur cette perspective que nous travaillons depuis l'arrivée de notre délégué général. Nous lui avons commandé un travail qui mobilise l'ensemble de notre réseau, l'ensemble des salariés, l'ensemble de nos dirigeants. Nous sommes en train de reconstruire un vrai projet stratégique qui, je ne vous le cache pas, placera la compétitivité et la conquête de valeur au centre de nos préoccupations, évidemment. Et d'ailleurs, nous déclinerons ces 2 points à l'occasion de notre congrès de façon plus approfondie. Enfin, je voulais vous dire que ce congrès sera électif, comme tous les 3 ans, et que je ne serai pas candidat à ma succession. Voilà. Donc vous verrez très bientôt de nouveaux visages
à la tête de COP de France, et en tout cas à la présidence. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que les périodes estivales, même mouvementées, permettent d'avoir de temps en temps ces réflexions. J'ai constaté que ça faisait 15 ans que j'assumais cette présidence. Je ne suis ni usé, ni fatigué. Au contraire, animé des mêmes convictions que celles qui m'animent depuis le premier jour de mon entrée dans le monde de la coopération et de mon arrivée à Côte de France. Mais je crois que 15 ans, c'est beaucoup. Et que comme l'un des challenges lancés à notre profession, c'est le renouvellement des générations, je pense que ça vaut aussi chez les dirigeants professionnels. Je pense que mon départ libérera des énergies à Côte de France. Quand on a trop duré dans une fonction, on devient un peu étouffant. Je ne sais pas si c'est vrai. Mes collègues me disent que non. Et en tout cas, je suis persuadé que je libérerai des énergies en quittant cette responsabilité. Et je le fais à un moment où je suis extrêmement satisfait, pour ne pas dire fier, d'avoir, avec mes collègues, su attirer Pascal Vinet pour prendre les destinées de l'organisation et de l'élaboration de ce nouveau projet stratégique. Donc je suis confiant. Et je le fais à un moment où j'ai une équipe politique, une équipe d'élus autour de moi de grande qualité, avec beaucoup de gens que vous connaissez, qui sont des gens extrêmement bien armés pour que COP de France continue dans son évolution et ma foi, franchisse encore une nouvelle étape. Voilà. Donc, ça sera un peu drôle pour moi, mais c'est le bon moment pour le faire. Je vous remercie et nous allons, avec Michel d'ailleurs et Pascal, tenter de répondre à vos questions.